Et puis, je vais faire l'introduction et je te laisserai la parole après pour te présenter. Pas de souci. Merci. Bienvenue sur le podcast Un lecteur minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Nolwenn, juriste, autrice et booktubeuse. Bonjour Nolwenn. Bonjour Stella Marie, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Très bien, merci. Je suis ravie d'être ici et je tiens à réitérer mes remerciements pour cette invitation. Ah bah merci beaucoup. Merci à toi d'ailleurs d'avoir accepté ma demande de participation. À chaque fois, ça m'étonne toujours. Enfin, ça me fait toujours plaisir quand les gens disent oui sans hésiter. C'est assez gratifiant. Donc, merci. Ouais, non, effectivement, c'est une première pour moi. Et puis, on essaye, on teste, on tente l'expérience. Je me dis, ça ne peut que me faire grandir et peut-être que ça pourra intéresser d'autres personnes. J'espère, hein, je pense que tu as pas mal de choses à dire. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Donc, moi, je m'appelle Nolwenn, j'ai 24 ans. Dans la vraie vie, je suis juriste spécialisée en réparation du dommage corporel et responsabilité médicale. Oui, je sors les gros titres. J'en ai bavé pendant 5 ans, je me le permets. Et je suis accessoirement traductrice juridique. D'accord. Ah, ok. Donc, ok. Ça marche. Et on va y venir à ton métier brièvement, mais tu Oui. peux rappeler dans quel contexte social et géographique tu as grandi? Alors, moi, je suis née en Bretagne, donc je pense que le prénom Nolwenn, normalement, ne laisse pas beaucoup de place au doute. Et j'ai été exilée de force en Normandie à l'âge de 6 ans par mes parents. J'ai donc grandi dans un milieu citadin, mais dans des petites villes, on va dire classe moyenne, basse classe moyenne. Mais ouais, non, c'était vraiment éloigné des grandes villes et honnêtement, un milieu très blanc et parfois bourgeois, parce que j'ai été notamment en école privée. Donc ça donne un petit peu de contexte sur la personne que j'étais et que je ne souhaite pas forcément devenir dans ces milieux-là. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres passions à part la littérature de manière générale? C'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai toujours été très passionnée de manière générale par tout ce qui est l'imaginaire. Et malheureusement, même la crémation, je vais y arriver. La création, j'ai toujours été très impressionnée, mais j'ai deux mains gauches. Donc, j'ai fait mon choix vraiment sur la lecture et l'écriture, mais ce sont deux passions qui honnêtement me tiennent énormément à cœur. Donc, on va dire que j'admire les gens qui savent faire quelque chose de leurs mains, qui sont doués en musique, etc. Mais je reste dans mon domaine et ça me va très bien. D'accord. Déjà, je pense que tu as pas mal d'occupations qui sont très intéressantes pour toi, parce que du coup, tu es traductrice juridique, c'est ça? Oui, ouais, effectivement. Enfin, c'est plus dans le cadre de mon travail, notamment lorsqu'on va faire des recherches à l'international pour certaines affaires. Eh bien, en fait, c'est moi qu'on envoie parce qu'il faut aller chercher du côté des États-Unis, notamment des rapports d'expertise médicaux, etc., qui sont en anglais généralement. Et mes collègues ne parlent pas forcément anglais. Donc, c'est moi qui vais vraiment en fait faire la fouine, voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan et aussi pour certaines affaires qui partent à l'international, lorsqu'on a des correspondants à l'étranger, c'est moi qui fais l'interprète. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, ouais, quelles études tu as faites pour exercer ce métier? Alors, moi, donc, comme de base, j'aimais énormément la lecture et l'écriture, je suis partie sur un baccalauréat littéraire. Et par la suite, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je savais que j'avais des facilités à l'école, mais je n'avais pas vraiment d'idée. Et en fait, mes parents m'ont dit un beau jour qu'apparemment le droit, ça rapportait un max de fric. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et je suis donc partie en fac de droit. Alors, petit spoiler alerte pour nos auditeurs et auditrices, le droit, ça ne rapporte pas forcément beaucoup. Donc, n'écoutez pas cette affirmation de mes parents, ce n'est pas forcément vrai. Et en fait, lorsque je suis partie en fac de droit, comme j'aimais énormément les langues, je m'étais dit, bah, je ne veux pas abandonner l'anglais. Et j'avais un niveau d'espagnol qui était décent, on va dire, et je voulais pas non plus abandonner ça. Donc j'ai décidé de faire une deuxième licence en même temps. Donc j'ai fait une double licence droit
et LEA, donc langues étrangères appliquées. Et c'est pour ça en fait que je me suis spécialisée en traduction juridique parce que c'était vraiment à la faculté de La Roche-sur-Yon. Il y a tout un système qui fait qu'on peut avoir des cours vraiment sur la traduction juridique, etc. Donc ça m'a vraiment permis de développer mes compétences. Et enfin, donc à la fin de ma double licence, comme j'ai un passif avec le système de santé français, j'ai décidé de faire un master en droit de la santé, ce qui m'a mené donc vraiment de manière générale à être juriste en droit de la santé et surtout réparation du dommage corporel et responsabilité médicale. Ah oui, Oui. c'est un parcours assez dense. Du coup, tu as quand même quelques notions en médecine, même si tu n'as pas suivi le Oui, non, cursus. effectivement, il y en a beaucoup qui ont fait une première année de médecine. Je sais que dans mon master, pas mal avaient essayé médecine, puis se sont finalement redirigés vers le droit. Et c'est vrai que, ouais, j'ai quand même quelques notions. Alors, je ne vais pas m'appeler médecin, hein. Clairement, ne m'appelez pas médecin. Je n'ai pas fait 10 ans d'études entre le début de cette conversation et maintenant. Mais oui, en fait, je peux un peu plus facilement comprendre certaines maladies, certaines pathologies et puis certains termes aussi. Ce qui est assez utile dans mon métier parce que en fait, quand on est en bonne santé, on n'est pas exposé à ce genre de choses. Fort heureusement, j'ai envie de dire. Et parfois, on ne comprend pas, par exemple, parce que pour donner un petit peu de contexte, lorsque je fais des recours pour mes clients, on se renseigne auprès de médecins conseils. Et les médecins conseils vont nous donner des avis vraiment purement médicaux. Et il y a des fois, en fait, où la limite entre la faute et la bonne pratique, ou enfin même le risque lié à la bonne pratique, est très flou. Et parfois, mes petites connaissances permettent d'expliquer pourquoi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, notamment les clients, parce que les clients parfois ne comprennent pas. Et quand on leur explique, là, ils ont presque cette petite lumière qui dit: ah oui, effectivement, on ne m'avait pas parlé de ça. Je comprends mieux et je suis un peu plus en paix avec ce qui m'est arrivé. D'accord. Donc, c'est des gens qui ont recours à la justice lorsqu'il leur est arrivé un dommage Un lors d'une dommage, opération. ouais, de manière large, parce que je fais tout ce qui est accident de la circulation, agression, accident de la vie aussi, c'est-à-dire par exemple une mauvaise chute, on descend du bus et malheureusement on chute parce que le bus est parti un peu trop vite, ou ce genre de choses. Et donc vraiment, ma spécialité, c'est la responsabilité médicale. Mais oui, en fait, là où je me concentre le plus, c'est pas la recherche vraiment de la punition de l'auteur des faits, comme on dit, mais vraiment l'indemnisation du dommage corporel. C'est D'accord. vraiment, je viens récupérer les sous quand vous avez été blessé. Ça marche. Ok. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Là, ça fait un peu plus de 2 ans et en avril, ça fera 3 ans précisément. D'accord. Donc le temps passe très vite, mais moi je me rends pas compte quand je dis ça à mes parents ou à mon propre chef qui a l'impression que je suis arrivée hier. Et ouais, non, le temps passe très très vite. Bon, écoute, tant mieux si j'espère que ça te plaît. Ouais, c'est une branche du droit qui me plaît beaucoup, même si c'est pas toujours facile d'échanger avec les gens, parce que je suis une éponge émotionnelle et j'ai un peu de mal quand les gens sont en colère ou sont en souffrance. Enfin, j'essaye de les accompagner, mais c'est pas toujours facile, mais ça reste malgré tout très intéressant et j'avoue, quand je vois toutes les sommes que je peux parfois récupérer pour certaines personnes, je me dis, ah oui, c'est satisfaisant quand même. Ça, voilà. Ok. Mais écoute, on va en venir à ton activité, on va dire, dans la sphère littéraire. Euh, alors, j'ai pas su vraiment trop savoir, enfin, j'ai pas su comprendre quand est-ce que tu avais commencé ton compte, enfin, du moins, est-ce que tu as d'abord eu le statut de créatrice de contenu sur Instagram, puis ensuite tu es devenue autrice par la suite, ou c'est quelque chose que tu faisais déjà de ton côté et puis tu as juste voulu partager tes chroniques, enfin parler de ta vie, on va dire de manière Oui, de diversifiée. mes passions, de mon univers, etc. En fait, j'ai toujours été très passionnée donc, de lecture et d'écriture. Et pendant un certain temps, j'écrivais sur Wattpad.
Donc bon, ce sont des œuvres qui sont pas du tout finies et qui sont empreintes d'adolescence, on va dire. Et donc pendant longtemps, j'avais déjà un compte Twitter où je regroupais mon activité d'autrice, et c'était notamment durant mes années lycée. Et en fait, je voulais vraiment partager ça avec beaucoup plus de monde, etc. Mais je connaissais pas beaucoup la communauté littéraire vraiment sur les livres en eux-mêmes. Je connaissais un peu la communauté au niveau des auteurs, autrices et auteurices, et un petit peu Booktube. Mais j'avais pas beaucoup d'informations concernant tout le reste. Puis après, TikTok est arrivé beaucoup plus tard. Et en fait, notamment Instagram, c'est lors de ma double licence, j'ai rencontré donc plusieurs personnes lors de ce cursus, et notamment Marie, avec qui j'étais régulièrement en cours. On a fini par se suivre mutuellement sur Instagram, et en fait, elle partageait son activité de bookstagrammeuse. Elle a un compte donc, qui s'appelle Marie, et donc c'est compagnie, mais avec CIE tiré du 8. Et lorsque elle a partagé ça, je me suis dit, mais c'est incroyable comme concept, c'est trop bien de faire ça. Et donc ça m'a vraiment motivée, parce que je connaissais pas du tout ce concept. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, vraiment, j'étais trop, trop contente de voir ça. Et en fait, la fac, ça a été une période très difficile, parce que j'ai aimé mes études. Je ne regrette pas de les avoir faites, mais ça m'a vraiment pompé énormément d'énergie. J'ai fini très épuisée, et au point qu'en L2, j'ai fait un burn-out, hein, j'en étais malade physiquement. Et en fait, vraiment, ça m'a pris toutes mes passions, parce que je n'écrivais plus, parce que je n'avais plus le temps, il fallait que je bosse. Et pareil, lire, je devais lire déjà tous mes TD, je devais lire tout un tas de choses. Donc, pour le plaisir, c'était difficile quand on avait déjà utilisé son cerveau toute la journée, en sachant que je suis neuroatypique. Donc, mon cerveau est un peu plus, enfin, je ne vais pas dire limité, mais il demande plus d'énergie, et je n'ai pas forcément beaucoup d'énergie. Donc, ça a été vraiment un coup dur pour moi. Et en fait, quand j'ai vu Marie partager ses lectures, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que ça me donnait envie de faire la même chose. Et je me suis dit, ça pourrait être une super passerelle pour vraiment reprendre la lecture, et en fait découvrir aussi de nouveaux horizons, parce que pour être tout à fait honnête, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai grandi dans un milieu citadin très blanc. J'étais donc exposée à une littérature vachement blanche, hétéro et cis-centrée, et donc c'était pas, enfin, c'était sympa 5 minutes, mais j'avais envie de voir autre chose. Et donc c'est pour ça qu'en janvier 2019, je me suis décidée à vraiment créer ce compte Instagram pour relancer ma passion, partager mes lectures, et en même temps y rattacher mon activité d'autrice. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, je me dis que les gens peut-être ils pourront m'apprécier aussi en tant que personne. Donc je me suis mise un peu plus en avant, ce qui était quelque chose de très difficile pour moi, parce que j'ai toujours été une personne très, on va dire, comme un canevas blanc. C'est-à-dire que je ne m'exposais pas beaucoup. Je ne montrais que mes passions, et encore, c'était très limité. Et là, je me dis, je reprends confiance en moi, et je m'expose plus, je m'affirme plus. Donc, je suis très contente de la direction que prend mon compte actuellement. Donc, oui, non, c'est une histoire sur une longue durée. Je remercie Marie, qui, à l'époque, ne se doutait absolument pas qu'elle allait faire une heureuse en partageant dans ses stories son propre compte Instagram. Donc, c'est pour ça que je la mentionne aujourd'hui, parce que, ouais, franchement, sans elle, je n'aurais jamais commencé, enfin, ou alors très tardivement, je n'aurais pas commencé, je pense, un compte Instagram. D'accord. Ouais, donc, tu as été encouragée par... le partage de son compte a attisé ta curiosité, puis après, tu t'es dit, pourquoi pas. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, je vais plutôt aborder la partie autrice, et puis ensuite on reviendra sur la partie Instagram. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Est-ce que tu écris quotidiennement? Est-ce que tu t'imposes des sessions d'écriture? Enfin, comment? C'est quoi ton rapport avec l'écriture en ce moment? Eh bien, alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, j'aime énormément écrire. Lorsque je fais des séances d'écriture, franchement, je kiffe ma vie, je suis complètement refaite, parce que je sais que à terme, mon rêve vraiment, ce serait de vivre de l'écriture. Après, on sait dans quelle économie on est, que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment quelque chose
qui me stimule, qui fait que oui, je me sens vivre quand j'écris. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait un burn-out émotionnel et une dépression suite à plusieurs événements et aussi parce que ça fait 24 ans que je vis comme une personne normale. Or, on s'est rendu compte que je n'étais peut-être pas une personne normale, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose que je vois comme négatif, mais voilà, ça a eu des conséquences sur ma santé mentale. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, je vais beaucoup mieux au niveau de ma dépression, je suis très bien suivie, mais je suis encore très très fatiguée. C'est-à-dire que là, cet après-midi, je ne travaillais pas et j'ai fait une très grosse sieste de 2h30. Ah, Je me suis réveillée en panique en me disant j'espère que j'ai pas raté l'heure. Donc ça fait un moment que je n'ai pas écrit, pour être honnête. Je pense que ça fait un mois et demi. Mais j'essaye vraiment de me stimuler au quotidien et de stimuler mon imagination parce que je sais que lorsque je vais y revenir, je vais y revenir. Ce ne sera pas un souci. Donc je suis contente quand même de voir que malgré le burn-out, ben, je reprends peu à peu mes activités de création. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de continuer à faire du montage vidéo, de lire des livres, de vraiment stimuler ma mémoire. Et aussi parce que je fais des rêves très étranges. J'ai toujours fait des rêves très étranges, très intenses et très détaillés, au point que oui, j'ai déjà plusieurs idées de romans qui sont sorties tout droit de mes rêves. Je me réveille un beau matin et je me dis ah ouais, j'ai vraiment imaginé toute une trame dans mon sommeil, ce qui explique aussi pourquoi je suis très fatiguée, parce que j'ai des rêves très mouvementés. Mais vraiment, j'essaye de me stimuler au quotidien, de réfléchir par exemple à des conversations, de prendre de l'inspiration aussi de jeux vidéo, parce que des fois j'arrive à me remettre à jouer à des jeux vidéo, des films, des séries, des musiques aussi. J'ai pas mal d'idées qui viennent de chansons, ça peut arriver. Et c'est vrai que l'écriture me manque. Et pendant un moment, ça m'a beaucoup frustrée de ne pas être capable, comme les gens, on va dire, normaux, de travailler, puis ensuite de m'imposer une séance d'écriture, 60 minutes par jour, on va dire, par exemple. Et je sais que ce serait une bonne idée en soi de le faire, mais aujourd'hui, je me concentre sur ma guérison, tout simplement. Et je me dis, ce n'est pas perdu, parce qu'en fait, vraiment, je continue à quand même stimuler ma créativité. Et c'est là où je me dis, je n'ai pas tout perdu et il y a encore vraiment de l'espoir pour la suite, on va dire. oui, c'est ça, tu préfères te concentrer sur ta santé et puis quand ça ira mieux, peut-être que tu augmenteras le rythme, mais C'est c'est ça. pas ta priorité. Et quel genre d'ouvrage t'écris, enfin quel genre littéraire tu écris? Alors, principalement de la fantaisie. J'aime beaucoup, enfin, on verra le thème principal, c'est la fantaisie. J'adore tout ce qui est magie, etc., univers parallèle, monde complètement différent du nôtre. Et donc, pendant longtemps, je me suis essayée un petit peu à tout sur mon compte Wattpad. J'avoue que j'explorais un peu les genres parce que j'aime bien. Je trouve que c'est un exercice qui est très utile. Et en fait, j'ai eu il y a quelques années une idée qui s'est développée et qui encore aujourd'hui continue sur certains détails de changer. Mais j'ai la trame principale, ça va. Ça va, j'ai pas à faire un 180 degrés pour continuer à écrire. Mais oui, c'est de la fantaisie et j'écris principalement en anglais. Parce D'accord. que déjà parce que j'aimerais bien pouvoir être lue à l'international, ce qui apporte un plus grand public. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ma chaîne YouTube est en anglais, parce que voilà, je veux pouvoir toucher un plus grand public. Et aussi parce que, étrangement, il m'arrive parfois d'être plus à l'aise pour m'exprimer en anglais. Il y a des fois où certaines émotions, à m'exprimer en français, je n'y arrive pas. Mais en anglais, ça coule de source. Donc, j'entraîne mon anglais et aussi parce que c'est une grande fierté pour moi d'avoir un très bon niveau d'anglais. Donc, je continue vraiment à écrire en anglais, à écrire de la fantaisie et aussi, ouais, c'est vraiment je trouve un milieu où on peut avoir tout un tas d'idées et même des choses qui ont été vues et revues et revues. Si on y apporte notre touche personnelle, on peut vraiment en faire quelque chose de merveilleux. Et enfin, je le vois bien avec tous les bouquins que je lis. Aucune histoire n'est la même et à chaque fois, je passe un super moment, quoi. Ouais, moi aussi, j'aime trop la fantaisie, enfin l'imaginaire de manière générale. Mm. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je lis moins en anglais, mais
il y a tellement il y a tellement de ressources dans la littérature anglophone que tu sais pas trop par quoi commencer. Ouais, c'est pour ça. Enfin, je sais que oui, bah, comme j'avais mentionné à l'origine, bah, l'édition française, même si je partais d'une base où vraiment, bah, j'étais dans un milieu très blanc et vraiment, enfin, ce qui est le plus représenté objectivement dans l'édition française, bah, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on ait des romans intéressants bah, en fantasy ou qui ne soient pas forcément traduits, parce qu'on a des auteurs et autrices françaises qui sont excellents. Et c'est même d'une tristesse qu'on n'ait pas aujourd'hui, enfin, qu'on n'ait pas aujourd'hui encore plus de visibilité, parce que je vois notamment, bah, par exemple, Lydie Tabarin qui a publié les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Mm. Si je ne me trompe pas sur le titre, mais on va dire les fleurs pour faire ça plus court. Et moi, j'avais adoré la manière dont elle faisait des descriptions. Et le truc tout bête, pareil pour les romans de Lorraine Safou, j'avais commencé à lire Nos jours brûlés. Nos jours brûlés. Oui, Nos jours brûlés. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que quand j'ai réfléchi sincèrement, je crois que je n'avais jamais lu en français d'écrits d'autrices noires. Je me suis dit, mais enfin, Mm. c'est un constat que j'ai fait. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, c'est aberrant en fait que j'ai dû faire ce constat-là. Et c'est pour ça en fait à l'origine j'étais vraiment partie du côté très anglophone de la littérature parce que bah, en fait on a des pépites incroyables à l'international et en fait oui on n'a pas cette mise en avant de nos auteurs et autrices bah, qui sont non blancs, non hétéros, non cisgenres. Et c'est pour ça, oui, j'ai vraiment beaucoup délaissé l'édition française. Mais je sais qu'on a de l'espoir aujourd'hui. Enfin, je vois que ça avance, qu'il y a du progrès. Donc voilà, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais j'y reviens doucement sur l'édition française. Je redonne une petite chance. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que, ouais, moi, pareil, j'avais pas lu énormément de. Enfin, non, j'en avais presque. Ouais, j'en avais pas lu du tout, même, je pense, de fantasy. Ah non, si, j'avais lu Les Fleurs de Peau de Laetitia Danaé. Donc c'était de la fantaisie inspirée d'Afrique de l'Ouest, je crois, si je me trompe pas. Et là, il y avait aussi un personnage noir en couverture, bah, Oko, qui était en couverture. Mais je crois que ouais, c'est le tout premier. Bah, d'ailleurs, il est d'abord sorti chez Snag et ensuite il y a eu une réédition chez Hachette en 2 tomes. Ouais, je l'ai vu passer. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer, effectivement. Ouais. Donc, ouais, pour le coup, enfin, moi je l'avais bien aimé parce qu'il y avait ça faisait un peu compétition entre jeunes, magie. Enfin, c'était assez captivant, on va dire, pour du jeune adulte. Franchement, c'était pas mal. Moi, quand je l'avais lu, j'avais bien aimé. Je vais l'ajouter à ma pile à lire qui est déjà plus longue que mon bras. Je voulais revenir sur un truc sur l'édition. Ouais, tu disais que tu avais délaissé l'édition française. C'est vrai que j'ai remarqué aussi ces derniers mois, voire années, cette dernière année, qu'il y avait pas mal de comptes que je suis qui ont décidé ouais, d'écrire complètement en anglais, de se tourner vers l'édition non, anglophone, pardon, parce qu'ils sentaient que enfin, les personnes sentaient que ça n'allait jamais être publié, qu'il y avait peut-être plus d'opportunités ailleurs, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas mal. Ouais, Des... de mon côté, je le constate aussi avec les personnes que je suis, mais enfin, on voit bien, je pense notamment à Delphine qui se bat beaucoup pour l'édition, pour qu'elle change, parce que vraiment, il y a besoin d'un changement. Et c'est vrai que oui, il y a vraiment tout un système qui fait que, bah, vu qu'on n'a on va dire une seule, c'est un peu généralisé, mais qu'un seul type de représentation, et que, bah, en haut, ils ne font pas l'effort de donner une chance à toute personne qui pourrait présenter un projet un tout petit peu différent de ce qu'on a habituellement, bah, c'est vrai que ça décourage beaucoup et il y en a en fait qui ne tentent même pas leur chance. Et on comprend en fait, enfin moi je comprends
cette logique-là, c'est pourquoi tenter notre chance quand de toute façon, on nous sabote tout le long de la route. Mieux vaut chercher une alternative. Et je mets aucun jugement parce que moi, en tant que femme blanche, j'aurais beaucoup plus de chances de me faire publier. Enfin, si mes écrits sont quand même de qualité, je l'espère. Mais je sais que moi, ce problème-là ne se posera pas. En tout cas, je n'espère pas. Mais oui, je comprends tout à fait pourquoi les gens décident de changer complètement de langue, de changer de stratégie pour pouvoir être publiés. Ouais, c'est dommage, mais bon. J'espère qu'il y aura plus de parutions d'ici, dans les années à venir. J'ai pas vu grand-chose là pour la fin de l'année. Enfin, j'ai pas entendu parler de beaucoup de choses, mais bon. Comme il y a pas mal d'embargos, je crois, sur les sorties. Enfin, c'est pas comme... Ça fonctionne pas forcément comme aux États-Unis ou dans les pays anglophones. On connaît pas forcément les parutions très longtemps à l'avance. Enfin, je veux dire, le grand public, quoi. Il y a souvent un embargo. Je sais qu'il y a certains éditeurs qui veulent pas trop que certaines parutions soient dévoilées à l'avance. Donc, c'est aussi compliqué de se projeter quand t'as pas quand t'as pas beaucoup d'infos, quoi. C'est ça, puis bon, après, je n'ai jamais fait de marketing, etc., donc je ne peux pas non plus me prononcer en tant qu'experte sur le sujet, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça dommage qu'ils fassent pas un peu de teasing comme ils le font justement aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'il y a pas mal de romans qui ont l'air super bien, et qui en fait, on les découvre, vraiment, on va faire un tour à la librairie un beau jour, et puis on se dit, oh, ça sort d'où? Et je me souviens, bon après, objectivement, je ne suis plus beaucoup de comptes justement d'édition française. Donc là, c'est aussi une part de responsabilité de ma part, on va dire. Mais je vois par exemple le tout dernier roman de Laurent Safo, qui est La mer chantera ton nom. En fait, je n'ai vu que Laurent Safo en parler. Enfin, c'est bien, c'est elle l'autrice, mais je me dis, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, alors que c'est vraiment dommage. Enfin, déjà, la couverture est magnifique, le roman a l'air hyper intéressant, et c'est dommage qu'on ne crée pas une petite hype, qui n'ait pas vraiment cette volonté de promouvoir le roman, alors que, par exemple, je vois pour le roman de Lydie Tabarin, donc les fleurs, il y avait eu tout un événement autour du thé, etc. J'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, oui, c'est comme ça qu'on devrait promouvoir un roman, quoi. Je sais pas s'il y a des... Je pense que c'est vrai qu'il y a des événements... je pense qu'il y a des événements... Ils ont prévu des séances de dédicaces, etc. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'initiative pour hyper les lecteurs. J'ai pas vu d'initiative en mode... même en termes de système de précommande. Je sais qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui font des précommandes pour débloquer certains goodies ou des trucs comme ça. C'est ça, et puis c'est intéressant de voir au moins ce petit système-là. Puis après, bon, je suis consciente que toutes les maisons d'édition n'ont pas le même budget, mais c'est vrai que c'est dommage quand même, quoi. Ouais, après on verra peut-être, parce que là c'est vrai qu'il vient tout juste de sortir, tout juste, ça fait une semaine. Ça fait quelques jours, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc il faut peut-être laisser le temps aussi aux gens de se, comment dire, de l'acheter puis de le lire, je sais pas. Peut-être qu'on aura des retours, je pense d'ici la fin du mois, ou en tout cas de la part des lecteurs. Ouais, du coup ça devient notre travail. Enfin, moi ça ne me gêne pas de le faire, mais c'est vrai que techniquement c'est pas censé être notre travail de le promouvoir. C'est censé être celui de la maison d'édition, quoi. Après, je sais pas, j'ai vu quelques trailers, mais j'ai pas vu non plus des dizaines et des dizaines de posts. Mais bon, après, peut-être que je sais que de ce qu'elle m'avait dit, en termes d'édito, ça se passait super bien. Mais après, je sais pas pour la com et le marketing, je pense que ça se passe aussi. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos que ça, mais. On l'espère pour elle en tout cas que ça se passera bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ton activité d'autrice? Je ne sais pas si tu souhaites détailler tes projets d'écriture ou tu préfères les garder pour toi.
Ça me gêne pas d'en parler. Au contraire, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup l'occasion, de manière générale, d'en parler entre guillemets en face à face avec quelqu'un, parce que ça n'intéresse pas beaucoup mes collègues. Ils sont gentils, hein, mais ça ne les intéresse pas forcément beaucoup. Oui. Et c'est vrai que le projet que j'ai actuellement, c'est un projet sur lequel j'écris depuis des années. Et je l'ai surtout beaucoup développé quand je travaillais en banque l'été, parce que je m'ennuyais et j'écrivais. Du coup, j'avais vraiment l'excuse parfaite pour écrire. J'étais payée pour écrire et c'était magnifique. J'adorais ma vie à ce moment-là. Et en fait, ce que j'écris actuellement, c'est une duologie en anglais, fantasy. Et c'est sur deux jeunes filles. La première qui malheureusement est orpheline de parents, qui travaille au palais. Et la deuxième qui se réveille un beau jour au palais et qui n'a aucun souvenir, qui n'a aucune notion de ce que c'est d'être en vie, des normes sociales, etc. Et ces deux jeunes filles qui normalement n'auraient jamais dû se croiser eh bien, se rencontrent et en fait, on va développer toutes leurs relations parce que j'aime beaucoup explorer les relations entre personnages. Ça me permet de mieux comprendre l'être humain. Et donc, vraiment, il y a une part importante de leurs relations, mais aussi de leur propre développement. Et puis, aussi, pourquoi est-ce que le personnage qui n'a pas de souvenir, n'a pas de souvenir? Qu'est-ce qu'elle fiche là, en fait? Pourquoi elle est là? Et c'est ce sur quoi je travaille actuellement. D'accord. Ah ouais, mais tu fais jouer. Enfin, tu t'intéresses aussi à la psyché. Alors, psyché, je sais pas, mais en tout cas, ouais, au fonctionnement du cerveau. Pourquoi elle est capable de. Enfin, pourquoi elle n'est pas capable de savoir ce qui lui est arrivé, etc. Ouais, voilà, c'est vraiment la réaction de bon je suis là. Elle est très contente d'être là hein, quand elle se réveille. Elle se dit bon on est là, on est bien, c'est très bien. Mais c'est vraiment la découverte. Vu qu'elle n'a pas de souvenirs, elle découvre la vie elle-même dans son cadre qui est très limité parce elle ne voit pas beaucoup de monde, mis à part l'autre fille en question et deux ou trois personnes, si je dis pas de bêtises. Et donc vraiment, elle est très naïve, on va dire. Et il y a beaucoup de réactions. Je me suis rendu compte avec le temps qu'elle se comportait un peu comme moi. Je me suis dit, ah, oups. Mais j'aime vraiment beaucoup travailler sur les personnages. Non seulement donc, ce personnage s'appelle Rose, mais aussi je travaille sur donc, l'autre personnage donc, qui est orpheline de parents et qui n'a pas eu une vie très facile, enfin qui a un passif assez lourd. Et j'aime beaucoup travailler sur les notions de deuil, de reprendre goût à la vie, de tout ce qui va être codépendance, etc. Et notamment face à des situations difficiles, quelle réaction peut être logique, quelle réaction ne le sera pas. Que ce soit dans l'écriture ou dans la lecture, je sais que lorsque je lisais, en fait, je cherchais vraiment à apprendre encore plus sur l'être humain, parce que je suis quelqu'un qui doit observer les êtres humains pour mieux les comprendre. Et ça m'a vraiment aidé aussi à me développer moi-même, parce qu'il y a certaines situations où quand on n'y est pas forcément exposé, on ne peut pas comprendre. Et donc vraiment, j'aime beaucoup quand les personnages sont bien développés, que les réactions, elles sont réalistes, qu'il y a du sens. Enfin, j'aime beaucoup la logique. Mais même quand certaines réactions sont purement sous le coup de l'émotion, si c'est bien écrit et ça permet de mieux comprendre la personne. D'accord. Ouais, donc c'était vraiment axé sur le développement des personnages. Ouais, c'est super intéressant. Et oui, vraiment, le développement des personnages est donc en lien avec l'histoire, parce que oui, c'est beaucoup sur les personnages, mais aussi leur réaction par rapport à l'environnement et comment ils s'adaptent. D'accord. Et c'est du jeune adulte, de l'adulte? Je dirais jeune new adult. C'est Ok. vraiment un entre-deux. C'est pas de l'adulte adulte, mais c'est pas non plus du YA genre 12-13 ans. C'est vraiment, on va dire, 16, 20 et plus. D'accord. Ah oui, c'est sur une tranche d'âge un peu plus large que ce qu'on peut retrouver. Ouais, voilà, il y a quand D'accord. même des sujets qui sont un petit peu difficiles, enfin, que je trouve personnellement difficiles. Et je me dis, c'est pas forcément peut-être adapté à du YA, mais après, j'ai pas toujours la notion de ce qui est adapté ou pas. Donc, si ça se trouve, quelqu'un va lire mon roman et se dire, ah, mais non, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que tu réussiras à le développer, à le finir, ton roman.
Je l'espère aussi parce que c'est vraiment, je pense, mon plus gros projet sur lequel je mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'imagination et vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est le plus abouti et qui a le plus de potentiel dans ce que je fais au niveau de ma créativité. D'accord. Euh, Bah écoute, pour la partie écriture, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres points à mentionner à ce niveau-là? Pas forcément. J'avoue que je n'ai pas d'idée de plus. Je pense qu'on a effectivement fait le tour. Ok. Et du coup, ouais, juste pour revenir un peu sur ton compte Insta et ta chaîne YouTube, Mhm. comment ouais, quel est ton rapport avec ces deux types de canaux-là? Enfin, comment tu te sens ouais, sur Bookstagram et sur YouTube? Alors, je sais que tu publies pas forcément toutes les semaines ou même tous Ouais. les mois, mais Effectivement, que ce soit YouTube ou Instagram, c'est un peu chaotique. Bah pareil, en fait, je fais on va dire en interne mes propres trucs, mais j'ai pas encore forcément l'énergie de tout sortir en externe. Par exemple, il y a pas mal de livres que j'ai lus, mais il faut que je prenne les photos maintenant. Il faut que je prenne les photos et bah, en fait, je ne trouve pas forcément le temps ou l'énergie de le faire. Mais c'est vrai que Bookstagram, j'ai vraiment bien aimé parce que le concept était facile. Il y a moyen d'exprimer assez clairement ce qu'on pense au niveau des livres. Et je trouve que c'est vraiment un biais hyper facile pour découvrir bah, de nouveaux horizons, des nouveaux auteurs et autrices. Et je sais qu'il m'a fallu du temps pour retrouver, on va dire, le bon type de following. Parce que bah, j'ai follow beaucoup de personnes avant qui m'étaient suggérées. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va follow cette Mm. personne, on va voir ce que ça donne. Et donc maintenant, je pense que je follow des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, à peu près les mêmes valeurs, les mêmes pensées à peu près que moi. Ce qui fait que bah, je découvre des pépites incroyables, tout simplement parce que ces personnes-là les ont proposées. Je vérifie toujours les trigger warnings. Je sais que c'est un truc que je n'y coupe pas. Mm. Mais enfin, depuis que j'ai vraiment trouvé ce following, et ben en fait, ouais, je lis carrément mieux. Je prends vraiment goût à la lecture comme j'avais quand j'étais toute petite, où vraiment, enfin, j'étais accro quoi. Quand j'étais gamine, lorsque je faisais des bêtises, mes parents me privaient de lecture. Ah non, c'est horrible. C'est-à-dire que me priver de télé, j'en avais rien à cirer. Donc, bah, fallait trouver une autre méthode. Et là, effectivement, ça a piqué. Donc, bah, voilà, j'ai arrêté de faire des bêtises. Non, en vrai, j'étais une enfant sage, mais voilà, ça arrivait à tout le monde de faire des bêtises. Et oui, c'est vraiment, j'ai retrouvé ce vrai goût, cette passion, parce que, bah oui, enfin, comme je l'ai dit au début, l'édition française, c'est sympa, hein. Il y a quand même quelques pépites, hein. Je ne vais pas cracher allègrement sur l'édition française, mais il y a tellement de potentiel partout dans le monde que, bah, en fait, ouais, découvrir tout ce potentiel, ces histoires qui sont si différentes, parce que moi, c'est ça que je voulais voir, c'était vraiment autre chose Mm. que mon monde, mon univers. Je voulais vraiment découvrir plein d'autres choses. J'adore ça. Et j'ai des lectures qui sont incroyables. Et je pense que oui, le fait de follow les bonnes personnes, ça aide énormément. Et bah oui, sur Bookstagram, donc j'ai aimé ça, le fait de montrer ce qu'on aime. Mais je trouvais que c'était un petit peu, alors pour moi personnellement, hein, limité parce que j'aime énormément la lecture. C'est vrai que ça fait partie de ma personnalité, hein, je ne vais pas mentir. Mais j'ai trouvé que bah, ça me frustrait un peu parce qu'au fur et à mesure du temps, et notamment ces 2, 3 dernières années, j'ai vraiment évolué sur ma façon de me voir en tant que personne. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi, etc. Et je m'étais dit, ça me limite un peu, même si j'essaie de sortir un peu plus du côté Bookstagram, tout en gardant quand même un gros aspect sur ce point. Je voulais vraiment m'affirmer en tant que personne, Mm. avec mes passions, etc. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fini par me lancer sur YouTube. Parce D'accord. que le format vidéo, etc., où je peux vraiment parler de ce qui me plaît de manière générale, c'est ça qui vraiment m'a convaincue le plus. Je sais que ça faisait plusieurs années que je songeais à faire une chaîne YouTube, mais je ne savais pas quoi faire, parce que sur YouTube, il y a tout un tas de choses. Franchement, YouTube, c'est une plateforme qui est géniale.
si on sait chercher un petit peu et si on sait aussi ce qu'on veut. Et je m'étais dit, bah, il y a beaucoup de contes qui sont très originaux, qui ont des façons d'expliquer qui sont intéressantes, qui ont des concepts qui sont géniaux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Et j'ai fini par découvrir que je pouvais apporter ma personne, le fait que, bah oui, je suis un peu particulière. Je n'ai pas peur de dire que je suis un peu zinzin. Moi, ça me fait beaucoup rire, hein, mais que oui, je suis un peu particulière. Et en fait, ce pourquoi j'étais moquée, on va dire, au collège et au lycée, bah, en fait, j'en ai rien à cirer maintenant que je sois moquée pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont kiffer ça. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Et voilà, le format vidéo où je peux vraiment exposer pendant 20, 30, 40 minutes pourquoi je kiffe, par exemple, le droit français. Bah, voilà, ça me permet vraiment de m'expliquer, de m'exprimer beaucoup plus que Instagram où bah, effectivement c'est un format qui est plus limité et c'est normal, hein, c'est dans sa nature. Donc ouais, les vidéos, je veux vraiment bosser dessus parce que je me dis il y a du potentiel, je peux vraiment m'exprimer et bah, ça complète en fait, je trouve mon activité de bookstagrammeuse mais aussi mon activité d'autrice parce que ouais, c'est en fait on fait les pièces du puzzle au fur et à mesure et je commence à me voir en tant que personne. D'accord. Ouais, donc tu as pu un peu trouver ton espace sécurisant pour vraiment t'affirmer, te montrer et partager un peu plus que la littérature, quoi. Donc tu C'est parles ça, aussi de ton métier c'est ça, c'est et des petits. vraiment la personne derrière les bouquins, la personne derrière, derrière les mèmes bizarres sur The Loctum Series, la personne derrière les nombreuses photos de chats. Il s'appelle comment ton chat d'ailleurs? Il s'appelle Guidéon. Gideon. Ah, Oui, bah oui, oui, c'est ça. comme Guidéon la neuvième. C'est un rapport avec le livre. Ah oui, 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 parce qu'en fait, Ah oui, je d'accord. suis extrêmement fan. Donc en français, ça s'appelle la saga du tombeau scellé. Et Mm. en anglais, c'est The Locked Tomb Series. Et je suis tombée amoureuse de cette saga au point qu'il m'arrive régulièrement de faire des rêves dessus. Alors Ah oui, c'est d'accord. normal chez moi, faut pas Ok. s'inquiéter. Et j'y pense de manière extrêmement régulière parce que je trouve toute l'histoire, les personnages, tout est incroyable. Enfin, ça a été vraiment un coup de cœur Mm. absolu chez moi. Et un des personnages qui s'appelle donc Gideon, c'est Gideon la neuvième, comme le premier tome en français, ou Gideon the Ninth en anglais. Et mon chat m'a rappelé pour diverses raisons ce personnage. Je ne vais pas trop développer parce que je risque de lâcher un énorme spoiler. Et comme je veux que les gens lisent cette saga et qu'ils soient traumatisés par cette saga, et j'aime beaucoup regarder ça. J'adore. Je me dis, purée, enfin quelqu'un comme moi. J'adore. Donc, je ne vais pas développer pourquoi mon chat s'appelle Gideon. Après, si les gens ont lu et veulent savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. J'adore parler de mon chat. Vous aurez même des photos en bonus, mais je ne développerai pas plus. Voilà. Ouais, moi j'avais lu le tome 1. C'est vrai que j'étais un peu Enfin, j'ai adoré ça que l'univers est vachement singulier Hmm. et original. Mais c'est vrai que ouais, c'est un livre qui peut remettre en question toutes tes compétences linguistiques, puisqu'il y a tellement de choses à, à- comment dire, à assimiler. C'est Et, ça, il se passe énormément de choses en même temps. Et c'est pour ça que mon petit conseil pour les personnes qui vont débuter cette saga, c'est vraiment faites confiance à l'autrice. Elle va quelque part et c'est pas une blague. C'est-à-dire que moi, j'ai relu la saga en début d'année parce que j'avais trop envie et j'étais très frustrée que le tome 4 ne soit toujours pas sorti. Et d'ailleurs, il est apparemment toujours en cours d'écriture. Donc, je me dis, c'est pas grave. Tamzin Muir va nous sortir un truc incroyable, mais j'avoue, j'aimerais bien le lire maintenant. Mais vraiment, c'est faites confiance à l'autrice parce qu'il y a des détails dans le tome 1 qui ne sont expliqués que dans le tome 3. Donc c'est vraiment, il faut faire ah oui, confiance. Quand on a un gros doute, d'accord. on se dit, ok, on va pas rester trop coincé là-dessus, on va voir ce que donne la suite. Et même lors de ma relecture, il y a beaucoup de détails. Maintenant que j'ai toutes les informations sur les 3 premiers tomes, que j'ai vus lors du tome 1, tome 2, tome 3, je me suis dit, mais c'est incroyable, au point que j'ai même préféré ma relecture par rapport à ma première lecture de cette saga.
Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Il faudrait peut-être que que je le relise déjà et que je continue, parce que je sais qu'il y a un gros potentiel et que c'est une saga vraiment, entre guillemets, sous-cotée sur le Bookstagram français, puisque on en entend très peu parler. Mais, ouais, faudrait que je relise le tome 1 pour bien me remettre les idées en place et continuer. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui relit souvent mes livres. Ça, c'est aussi un défaut. Donc, Ouais, ouais, non, je suis pareil. Je relis pas beaucoup mes livres, mais bah là, ouais, le The Locked Tomb Series, vraiment, ça m'a tellement marqué qu'il fallait. Et puis, honnêtement, lorsque j'ai lu, enfin, la première fois, j'avais un cerveau qui était un petit peu en compote. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'avais manquées, que je n'avais pas pu apprécier ma lecture autant que j'aurais. Il y a pas mal de livres, hein, d'ailleurs, outre que The Locked Tomb Series, où j'ai dû les mettre de côté et recommencer, parce qu'en fait, ouais, j'avais pas le cerveau pour à ce moment-là. J'avais pas assez de matière grise, les neurones ne se connectaient plus. Mais ouais, non, il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce roman-là, enfin, dans cette saga-là. Ouh là. Dans cette saga-là, on voit que le cerveau a encore un petit peu de mal, hein. Les connexions ne se font pas toujours. Mais oui, non, dans cette saga-là, il y a énormément de choses qui se passent en même temps et beaucoup de choses qui sont considérées comme acquises, entre guillemets, alors qu'elles ne le sont pas forcément pour le lecteur. Et je sais que ouais, l'anglais est assez soutenu. Je me souviens qu'il y avait pas mal de mots, je me suis dit, oula, ça veut dire quoi ça? Alors que bah, généralement, ça glisse tout seul, quoi. J'arrive à bien lire. Et je sais que les 3 premiers tomes ont été traduits en français, mais je ne sais pas si la traduction est bonne. Ça, c'est le seul point, on va dire, ouais, le si. point d'ombre. Alors après, j'ai pas pu comparer non plus, parce que moi, je les ai lus, enfin, j'ai lu le tome 1 en français, et franchement, enfin, Ok. après, je pourrais pas dire si c'est mieux en anglais ou pas, parce que j'ai pas lu en anglais, mais Ouais. je crois que la version française est quand même bien faite de ce que je me souviens, et même de ce que j'ai vu. Des gens qui ont lu les deux et des gens qui ont fait des retours, je crois que c'est quand même une belle traduction. Ok, bon bah tant mieux. Franchement, ça m'aurait fait mal au cœur d'avoir une traduction comme on a pu voir pour Babel ou ce genre de roman. C'est Mais ça, ouais, bah, non, non, c'est. c'est chez Actes Sud, donc c'est pas la même. Ouais, non, non, c'est pas. Ouais, on parle pas de la même maison d'édition. Bah écoute, ça fait déjà 50 minutes qu'on papote. Euh, Oui. Est-ce que tu as des points à ajouter par rapport à l'univers Bookstagram ou des choses sur lesquelles tu voudrais revenir? Ce que je voudrais dire notamment, parce que tu m'avais posé la question si j'avais fait des rencontres marquantes depuis mes débuts. Donc moi, je considère vraiment les débuts Bookstagram parce que c'est là en fait où j'ai rencontré des gens. Et en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres depuis la création de mon compte parce que bah, au fur et à mesure du temps, j'ai suivi d'autres personnes, j'ai interagi avec d'autres personnes, des gens qui sont même devenus pour moi des amis. J'espère que c'est le cas aussi pour ces personnes-là, mais en tout cas, j'ai de l'amitié pour ces personnes-là. Et je voulais en fait vraiment tout particulièrement mentionner plusieurs personnes, notamment Soela, qui était anciennement Bouquet Lae, je ne sais pas si ça se prononce comme ça à la fin, Marine de Dark Side of the Moon, Ness de Reading Selections, Lydie Tabarin, donc Lydie is Writing, et aussi Elodie Aude de La Bouquetillaise. Parce qu'en fait, Des pépites. pour moi, ce sont des contes pépites parce qu'en fait, elles font un travail au quotidien qui concerne l'édition française, mais pas que, vraiment, qui est très large sur la littérature et qui ont fait que bah, elles veulent vraiment faire en sorte, et elles sont tout à fait raison, hein, je suis à 100% pour ça, faire en sorte que bah, la littérature, ce ne soit plus juste une histoire de personnes blanches cis-het. Et en fait, grâce à leur travail, bah, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à lire plus intelligemment. Et franchement, j'ai pas honte de le dire, hein, parce que bah, j'ai démarré sur une base pas très solide, on va dire. Donc vraiment, j'ai eu le temps de me développer, de développer ma réflexion et mes lectures. Et puis bah, aussi parce que grâce à elle, j'ai découvert des pépites incroyables au niveau de la lecture. Et bah, vraiment, je voulais également saluer le travail donc, de Goodnight C'est Lullaby, bah, donc, de Lydie Tabarin.
Elodie Aude à nouveau, et aussi Laurent Safou, mais aussi ton travail, parce que en fait, tu fais des posts qui sont hyper intéressants et qui demandent beaucoup de travail. Et je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Par exemple, quand tu avais fait des statistiques assez récemment sur la rentrée, non, c'était pas récemment, je sais plus, mon cerveau a occulté l'information, et sur la rentrée littéraire ou encore sur les partenaires de certaines maisons d'édition. Je me suis dit, mais ce sont des informations qui sont hyper utiles et très représentatives de l'édition française. Donc ça m'a enseigné beaucoup de choses, et je me dis, on remercie pas assez les gens qui nous enseignent beaucoup de choses. En fait, on prend presque pour acquis leur travail, alors qu'en réalité, moi, ça m'a sincèrement fait grandir en tant que personne. Ça m'a appris à bien réfléchir, et même encore aujourd'hui, quand il y a certains sujets qui sont évoqués, si je ne savais pas, je dis merci à la personne, parce que je ne l'aurais pas forcément remarqué. Et maintenant, je fais plus attention. Donc, vraiment, merci à vous pour votre travail. Dieu sait que des fois, vous avez essuyé des shitstorms parce que vous avez dit les termes et les gens n'étaient pas contents. Donc, franchement, non, je salue ces personnes-là. Je salue ton travail, Stella Marie, parce que vraiment, c'est... Ouais, grâce à vous, je lis plus intelligemment. J'ai repris goût à la lecture. Et vraiment, ouais, j'ai une super bibliothèque. Je suis à côté de ma bibliothèque. Je me dis, oui, c'est grâce à votre travail au quotidien. C'est vraiment. Non, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu ne pouvais pas me faire meilleur compliment. Et aux autres aussi, parce que c'est aussi grâce à elles que moi, je me suis déconstruite aussi. Donc, franchement, tu as cité des gens qui m'ont ouvert les yeux. Parce que moi aussi, j'étais un peu dans ma petite bulle quand j'ai commencé les réseaux. Et puis après, en s'intéressant à d'autres comptes un peu plus pertinents à mon goût, j'ai pu aiguiser mon contenu. Donc ça s'est pas construit non plus, ça sort pas non plus de mon chapeau. Voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. Hein. Donc ouais, c'est cool d'avoir des ressources et des gens sur qui tu peux t'appuyer, quoi. Ouais, surtout que c'est du travail gratuit. Je me souviens notamment, c'était il y a quelques années sur Twitter, il y avait beaucoup de femmes noires, d'ailleurs, je me souviens, qui expliquaient à quel point c'était épuisant en fait de rappeler aux gens les bases de la décence humaine. Et en fait, je sais personnellement que je me suis aussi beaucoup déconstruite via Twitter. Franchement, sans les réseaux sociaux, je serais restée dans mon univers très blanc. Je l'admets totalement, parce que j'ai grandi dans un univers où je crois, allez, il y avait peut-être 2 personnes racisées dans mon lycée, et encore. Donc ouais, non, vraiment, j'ai grandi dans un milieu ultra fermé. Et en fait, ouais, ces personnes-là expliquaient à quel point c'était épuisant. Je me suis dit, mais en fait, oui, il faut au moins montrer de la gratitude, parce que oui, je suis une meilleure personne grâce à ces gens qui se battent tous les jours, qui essuient justement du harcèlement, qui vraiment s'épuisent à rappeler qu'il faut être une personne décente. Et franchement, oui, ouais, non, il faut le rappeler. C'est pour ça que je tenais vraiment à le dire. Merci beaucoup de considérer nos contenus. Quand je parle en mon nom, je parle aussi, sans trop empiéter sur l'espace des autres, mais je pense qu'elles penseront pareil, que ouais, c'est assez chronophage et parfois usant, et c'est cool quand il y a des gens qui nous rappellent, qui s'intéressent à notre contenu, puisqu'on le voit. C'est vrai que à force de le faire, ça devient presque un automatisme, et on se rend pas forcément compte en dehors des likes ou des partages, qu'il y a vraiment des vraies personnes qui lisent ce qu'on fait. Donc c'est cool de l'entendre de vive voix. Ça fait toujours du bien de voir son travail être reconnu, hein, même moi au taf, quand les clients, ils sont très rares à le dire, mais quand ils me disent merci pour votre travail, waouh, trop bien, j'ai été utile. Ça me rappelle pourquoi je fais ce métier, quoi. Ouais. On aide les gens, et c'est vrai que c'est très agréable, parce que oui, malheureusement, les gens disent rarement merci, hein, même quand on leur rapporte plusieurs milliers d'euros. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est plutôt la société et l'évolution qu'on a actuellement avec les gens qui sont très aigris et très agressifs. Mais ouais, non, c'est important de dire merci quand même, d'avoir de la reconnaissance de manière générale pour les gens qui nous apportent quelque chose
que ce soit volontaire ou non, hein, parce que au final, que ce soit ton travail ou celui des autres personnes que j'ai mentionnées, c'est pas pour moi qu'on me l'a pas servi sur un plateau d'argent en disant tiens Nolwenn, allez, va apprendre quelque chose. Non, c'est vraiment quelque chose que vous avez laissé on va dire dans la nature entre guillemets, que vous avez fait le don de vous et après on se débrouille avec ces informations et c'est vrai que oui non c'est important ce genre de travail et ouais, non, quand on voit à quel point ça peut être épuisant moralement et physiquement, il faut rappeler pourquoi vous faites ce travail-là. Merci beaucoup encore une fois, c'est super gentil de ta part d'avoir considéré notre contenu. Du coup, je vais peut-être pas te poser la question quel invité verrais-tu sur ce podcast. Tu as cité pas mal de créatrices de contenu. Bon, elles sont toutes passées, je crois. Oui, j'ai vu le nom de l'épisode et je me suis dit, oula, est-ce que je vais vraiment chercher toutes les personnes qui sont passées pour en citer une qui n'est pas passée? Mais du coup, moi, je te pose la question, qui aimerais-tu voir sur ton podcast? Là, c'est hyper dur comme question parce que en vrai, les gens que j'aimerais voir, je leur pose la question. Mais c'est vrai que j'aimerais interviewer plus d'auteuristes et d'autrices francophones et françaises. Je pense à Nesrine Marie qui a écrit Les Trônes Trahis. Il y a qui d'autre que j'aimerais lire? En fait, il faut juste que je me penche aussi sur les écrits, que je prenne le temps de les lire. Il y a qui d'autre francophone? Je suis en train de... C'est vrai que je lis beaucoup de trad aussi, donc ça aide pas non plus. Mais ouais, là, en autrice... Après, il y a pas mal d'auto-édités aussi, qui écrivent des très bons romans. On m'en a recommandé d'ailleurs, surtout Caroline qui m'a recommandé pas mal d'auto-édités. Donc il faut que je prenne le temps de les lire. Mais ouais, je dirais plus... Là, je peux pas forcément te donner un nom précis, mais... Ouais, bah oui, c'est pas facile comme question. Des autrices ou autrices, ou des auteurs même issus de communautés marginalisées, je dirais plus. En termes de catégorie, là, j'ai pas trop de noms. Mais voilà. Est-ce qu'on va arriver à la fin du podcast, du coup? Le temps est passé vite quand même, je me rendais pas compte, mais oui, ça va très vite. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Eh ben, on peut me retrouver un peu partout. C'est là qui est merveilleux. Donc, sur YouTube, on peut me retrouver avec le nom de ma chaîne Nolwenn Lenneguez. Je précise, Lenneguez, ce n'est pas mon nom de famille, c'est un pseudonyme. Ça veut dire littérature en breton. Voilà, c'est le petit instant flex. On peut me retrouver également donc sur TikTok. Donc, pareil avec le pseudonyme Nolwenn Lenneguez. Sur Bookstagram, toujours avec le même pseudonyme. Et je suis un peu moins sur Twitter, enfin je tweete moins, on va dire que je suis plus là pour voir les infos, etc. Mais pareil, Nolwenn Lenneguez sur Twitter. J'essaye de voir un peu Threads et Blue Sky, mais ça fait beaucoup de réseaux à la fois, c'est pas facile à gérer. J'ai l'impression que Threads, c'est un peu le Twitter d'Instagram. Mais c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et je le trouve pas forcément très pratique ce réseau. Il y a quelques trucs qui me... Voilà. Donc, on essaye de s'adapter. Ok. Écoute, Nolwenn, c'était un plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, oui, mais merci beaucoup pour l'invitation parce que oui, c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'échanger comme ça sur la communauté littéraire, sur ce que je lis, ce que j'écris. Et c'est vrai que c'était une bonne occasion, un bon exercice. Et ça me fait plaisir d'en parler. J'adore parler de mes passions. Moi aussi, tu vois. Et j'ai trouvé le canal parfait pour en parler, donc c'est cool. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.